Je m'appelle Adama Baldé. Ma ressemblance avec ma sœur jumelle était déroutante. Nous étions de vraies jumelles telles que les définit la science. Nous étions comme deux gouttes d'eau, et même ma mère se trompait souvent lorsqu'elle ne faisait pas l'effort de regarder la petite cicatrice qui se trouve sur le dos de ma main gauche. J'étais la plus turbulente, et avant la blessure qui m'avait causé cette cicatrice qui nous distingue l'une de l'autre, plusieurs fois on avait corrigé Awa à ma place, et, à chaque fois, elle criait en vain qu'elle était innocente. Je suis d'une famille Peul qui s'est sédentarisée depuis plusieurs générations dans la région de Kolda pour partager ses activités entre l'agriculture et l'élevage. L'ethnie à laquelle appartient ma famille est la somme des traditions que mes ancêtres ont patiemment et longuement moissonnées et engrangées tout au long de leur nomadisme à travers les siècles et les contrées. Pour garder les traditions et l'héritage des ancêtres intacts, mon père, chef coutumier, s'était retiré à une trentaine de kilomètres de la capitale régionale pour fonder un village avec ses parents et amis pour, disait-il, fuir la société pourrie des Noirs occidentalisés qui vivent dans l'insolence et le manque de repères. En dehors de mes turbulences et de mes enfantillages qui avaient souvent entraîné avec moi ma sœur jumelle, je vivais comme une petite fille gâtée qui profitait de sa situation particulière de jumelle et de fille du chef le plus respecté du village. Mon père avait 4 femmes. Ma mère, la plus jeune d'entre elles, bénéficiait d'une attention particulière auprès de lui. À chaque fois que mon père montrait une certaine résistance pour l'achat de cadeaux ou pour la réalisation de projets au profit de sa famille, les coépouses se réunissaient en secret et c'est ma mère que l'on déléguait pour le convaincre. Et cette dernière réussissait toujours à le faire changer d'avis. Je rangeais ma mère dans la classe des survivantes. Elle savait se protéger des autres et de la peur de ses ennemis en niant l'existence de tout ce qui l'effrayait. Elle savait intérioriser tout en l'enfouissant dans son inconscient, et c'était peut-être mieux ainsi. Elle était belle, jeune par rapport à ses coépouses, et je trouvais dans son corps d'eau calme le havre qui me sauvait des réprimandes que je glanais à longueur de journée. Mon père avait 16 enfants, dont 12 filles, et il s'en plaignait souvent, parce qu'il ne cessait de dire « Si Dieu m'aimait, il m'aurait donné plus de garçons que de filles pour travailler mes terres et assurer ma succession. » Parmi mes sœurs, ma jumelle et moi étions les plus jeunes, ce qui nous apportait beaucoup de chance parce que, à 17 ans révolus, nous étions encore dans la concession familiale. Les autres étaient mariées à tour de rôle, en commençant par la plus âgée, et certaines d'entre elles avaient rejoint leur mari à 12, 13 ou 14 ans selon le choix, la répartition et le bon vouloir des parents qui venaient avec les honneurs choisir leur femme chez le chef du village. Ni moi ni aucune de mes sœurs n'étions allées à l'école. Chez nous, une jeune fille est faite pour se marier, faire des enfants et s'occuper de son mari et de sa famille. Elle doit fonder son foyer le plus tôt possible avec et sous la surveillance de sa belle famille pour éviter de la voir tomber dans le dévergondage et l'impudicité. Cette surveillance de la belle famille et le mariage précoce, qui était de rigueur dans notre ethnie, n'empêchait pas de fréquents scandales où, pour utiliser le terme approprié, on surprenait une femme la main dans le sac, c'est-à-dire en flagrant délit dans les bras d'un homme, parce qu'elle s'était rendue compte, après plusieurs années de mariage, qu'elle n'aimait pas son mari. Des faits pareils étaient fréquents, pour ne pas dire coutumiers. Souvent ils se terminaient par des drames si le mari était vraiment jaloux. Mais la plupart du temps, il s'ensuivait un arrangement, et l'homme surpris payait une compensation qui se mesurait en un certain nombre de bœufs qu'il fallait payer, ou périr après jugement du tribunal des sages. Si, pour les femmes mariées, des formules de réparation peuvent se concevoir selon le degré de gravité, ce qui n'est pas négociable, c'est la virginité d'une jeune fille. Aucune tolérance n'est permise pour une jeune fille non mariée qui joue avec ce bien précieux qui fait la fierté de la famille et l'honneur de son époux. Aucun homme n'osait marier une fille déflorée et aucune famille n'était prête à accepter en son sein une fille dont le pagne avait été dénoué par un autre homme avant son mari. C'était l'insulte suprême pour une fille de priver sa famille de son hymen inviolé lors de son mariage.